Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelqu'un dont il me semble que nous n'avons jamais réagi sur la chaîne. C'est le terrible Pierre Hilard. On apprécie son travail ici, même s'il y a eu des petites discordes, disons, entre certains camarades de notre bord et Pierre Hilard, ou du moins entre ceux qui gèrent ses réseaux sociaux. Mais ce n'est pas un drame, ça ne nous empêche pas non plus de s'intéresser à son travail. Justement, c'est ce qui nous différencie de nos ennemis, c'est que nous, même les gens qu'on n'apprécie pas forcément ou les gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, on s'intéresse quand même à ce qu'ils font et on se permet de dire et d'avouer quand ils ont raison et de dire aussi quand ils ont tort. Et donc aujourd'hui, c'est justement le sujet de cette vidéo, c'est Pierre Hilard qui nous parle justement dans une interview donné sur un média alternatif qui sort des médias mainstream courants, qui est Radio Courtoisie, où la vidéo est titrée «Le mondialisme est-il un messianisme pressé?» Et justement, je trouve ça très intéressant parce que Pierre Hilard va en parler dans quelques secondes. Il dit justement que finalement, le messianisme, pour qu'il se passe forcément, enfin pour qu'il se produise, passe forcément par une catastrophe. Et cette catastrophe est réalisée par le mondialisme en lui-même. Donc, on va réagir à ça. Avant de commencer, chers amis, je vous incite à mettre un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Comme vous le savez, c'est le plus important pour que les vidéos soient bien référencées. De vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés pour avoir l'entièreté des actualités en France et d'autre part aussi un petit peu dans le monde entier, j'ai envie de dire, sur la politique et la géopolitique et les actualités. Et évidemment de mettre un petit commentaire si ça vous chante. Vous pouvez noter par exemple, je ne sais pas, ma moustache. Vous pouvez noter ma terrible moustache. Voilà, à chaque fois on change. L'autre fois c'était la coupe de cheveux, maintenant c'est la moustache. Peut-être qu'un jour ce sera autre chose, on ne sait pas. Bref, allez c'est parti les amis. Je compte sur vous pour le pouce bleu et on regarde ça. C'est parti. Et l'axe sino-russe, est-ce que vous y voyez une accélération du projet mondialiste ou une résistance à ce dernier? Alors, vous avez en titre dit « Le mondialisme est un messianisme pressé ». Et le messianisme, pour s'instaurer au niveau planétaire, doit passer par un chaos. Et effectivement, les tensions multiples que l'on voit et qui montent de plus en plus en puissance, et je pense en particulier aux fameux drones ukrainiens qui ont détruit de nombreux avions militaires russes jusqu'en Sibérie, sans oublier les tensions fortes entre Israël et l'Iran, et les tentatives d'accord entre les États-Unis et l'Iran, mais l'Iran semble, au moment où je parle, donc nous sommes le 3 juin, ne semble pas accepter les demandes américaines. Est-ce que ça va changer? On va voir. Malgré l'intercession de l'Arabie Saoudite. Oui, et l'Oman qui joue le rôle d'intermédiaire, mais il y a le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui a dit que l'Iran avait au moins, comment dire, pour l'enrichissement de l'uranium, plus de 60%. Et qu'on se rapprochait des 90 pour faire des armes, des bombes nucléaires, au moins 9 à 10. Donc vraiment, il y a une tension générale. Il y a aussi le fait qu'il y a une invasion migratoire en Europe, en France en particulier, on l'a vu avec les événements de PSG. En fait, il y a une déstabilisation, un endettement généralisé des États, le fait que les États européens, France avec Macron, Starmer pour l'Angleterre et puis Friedrich Merz pour l'Allemagne, sont en guerre ouverte de plus en plus à l'égard de la Russie. Il est vrai que si l'Ukraine s'écroule, il y aura d'inévitables répercussions sur les pays européens, Macron, Merz et Starmer. À partir du moment où l'Ukraine s'écroule, il y a des répercussions au niveau politique, et politique intérieure. En fait, le chaos, avant l'antenne, je vous citais cet universitaire israélien, Gershom Scholem, qui avait parfaitement résumé la situation pour la mise en place d'une gouvernance mondiale. Et il aurait fallu que je retrouve, bon, la citation, elle est dans le livre Comprendre l'Empire Lubavitch, mais il expliquait que pour aboutir à cette idée de gouvernance mondiale, il fallait passer par un chaos, selon les turiféraires de certaines factions mondialistes, je dis bien certaines, parce qu'il y a d'autres qui disent pas tout de suite, d'autres qui s'y opposent, il y a des rivalités internes, on est sur Terre. Et il disait que pour cela, il fallait des guerres, des génocides, des guerres civiles, des cracks financiers, et des pandémies, effectivement, il cite cela. Et plus c'est important, eh bien plus on aboutit à l'arrivée du Mashiach espéré, entre autres par certaines factions comme les Lubavitch qui espèrent voir une gouvernance mondiale s'établir selon leurs normes. Très bien. Alors, partant de cette conception et de cette définition, revenons donc à notre première question. Est-ce que vous analysez la montée des tensions géopolitiques entre les blocs occidentaux et l'axe sino-russe comme une accélération ou comme une résistance au mondialisme? Alors, en fait, je me démarque de la plupart des personnes au sein de la dissidence, parce que la dissidence, en fait, elle est largement pro-Poutine et pro-Trump. C'est pas mon cas. En fait, d'abord, les États-Unis, c'est une fondation maçonnique venant de l'Empire britannique à l'origine au XVIIIe siècle. La Russie de Poutine fait partie d'une autre faction. En fait, on a affaire à des bagarres internes dans la finalisation de la gouvernance mondiale avec des intérêts divergents. Et des intérêts à la fois matériels et spirituels. Matériels, dans ce sens que, par exemple, pour l'Ukraine, vous avez tout ce qui est terres rares, pétrole, gaz. Et vous avez eu, début mai 2025, un accord conclu entre les autorités ukrainiennes et les Américains pour le partage des terres rares, officiellement 50-50. Mais si l'Ukraine est conquise entièrement ou en grande partie par la Russie de Poutine,
le traité deviendra caduc. Et en fait, il y a cette volonté de mettre en place ce que j'appelle des blocs continentaux. Les États-Unis, la grande puissance américaine des années 1950, 60, 70, etc., unipolaire, qui imposait ses vues, c'est terminé. Et Trump a compris qu'il fallait sauver l'essentiel, c'est-à-dire faire en sorte que la puissance américaine soit ciblée sur un paramètre, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada jusqu'au Panama, plus le Groenland. Et parallèlement à cela, qu'il y a un bloc eurasiatique. Poutine promeut cela. Il a dit qu'il voulait, dans un article qu'il a rédigé et écrit de sa main en 2011, mettre en place, je cite, une union eurasiatique, comment dire, souveraine et donc aux dépens des États composant cette union eurasienne. En fait, des blocs continentaux constituant la gouvernance mondiale. Mais pour cela, il faut un partage des intérêts. Je te donne ceci, tu me donnes ça, je ne suis pas d'accord. Des périmètres d'intérêt et ils se tapent dessus. Et à cela s'ajoute un fait d'ordre spirituel, dans ce sens que vous avez certaines factions juives qui estiment que l'Ukraine, une partie de l'Ukraine, c'est une seconde Judée, en raison de la présence de populations khazares qui se sont converties au judaïsme 8e, 9e siècle. Tandis que d'autres factions estiment que la véritable Judée, c'est l'Israël biblique. Et donc il y a des bagarres. Et c'est pas pour rien, par exemple, que vous avez Zelensky, le patron, enfin la tête de l'Ukraine, suite à l'intervention russe en février 2022, qui a dit quelques semaines plus tard, c'était sur le site du gouvernement ukrainien, qu'il fallait faire de l'Ukraine un grand Israël avec son propre visage. Il n'a pas dit un grand Madagascar, un grand Pérou. Et en fait, vous avez des bagarres. Et il suffit de lire, je lis quand même, je lis toujours la presse israélienne, et vous avez par exemple dans le Times of Israel des représentants qui disaient déjà en 2014, les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Et cette guerre se voit en particulier entre des oligarques américains et des oligarques russes sur ce partage des intérêts. Et en particulier, vous avez, et j'en parle en particulier dans mon livre Comprendre l'Empire Loubavitch, que vous avez la puissance financière Loubavitch, la maison mère qui est à New York, qui suite à l'intervention russe en Ukraine en février 2022, a arrêté de soutenir financièrement les Loubavitch russes pro-Poutine. C'était dans le journal Haaretz, on ne peut pas faire plus officiel. Et on saura, l'élément qui permettra de savoir s'il y a une entente véritable entre Russes et Américains, entre Trump et Poutine, ça sera de voir la reprise du flux financier de la superpuissance financière Loubavitch, c'est quand même soutenu par Goldman Sachs, Meta, Chevron, enfin Coca-Cola, etc. Donc la reprise du flux financier de la puissance Loubavitch de New York vers leur religionnaire russe pro-Poutine. Si ça reprend, ça veut dire qu'il y a un accord véritable. Sinon, alors, plus prosaïquement, vous avez donc distingué mondialisme et mondialisation. Oui, donc là, en fait, effectivement, c'est ce qui le différencie. Alors, c'est vrai que quand on l'écoute comme ça, on a forcément envie de lui donner raison. Et c'est vrai que pour le moment, on ne peut pas vraiment le contredire. Euh, Maintenant, je pense que c'est pas pour autant. Alors après, apparemment, c'est pas lui qui attaque vivement Soral sur son compte Twitter. Ce serait quelqu'un qui est derrière son compte, qui gère son compte Twitter, et ce ne serait pas Pierre Hillard. Et c'est de là que part en fait un peu les discordes dans la dissidence entre ceux qui sont pro-Trump et pro-Poutine, parce que finalement, dans ce que disent Trump et Poutine, moi quand j'entends Poutine dire qu'il combat les valeurs occidentales sataniques, ça me plaît. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que fait Poutine et que je suis prêt à lui manger dans la main. Ça ne veut pas dire que je suis prêt à apprendre le russe et à me faire coloniser par la Russie. Et c'est pas pour autant que je soutiens, c'est pas parce que je soutiens un discours ou une version du discours de Poutine que je soutiens les Loubavitch derrière lui, que je soutiens qui que ce soit. Absolument pas. On soutient justement une partie de son discours qui fait plaisir à entendre. On soutient effectivement une certaine partie de la politique de Trump qui vise justement à pratiquer plutôt une politique de l'apaisement au niveau des tensions et de mettre le business, les affaires au-dessus de tout. Et c'est ça que n'ont pas compris, notamment M. K, Grégor, etc. Là, toute la clique qui est un petit peu qui rôde avec Pierre Hillard, mais dont Pierre Hillard, voilà, c'est pas lui sur ses réseaux qui attaque de vives tweets, disons, Alain Soral ou autre, hein, pas que Soral, hein, mais tous ceux qui sont un petit peu dans cette distance, qui sont pro-Trump et pro-Poutine. Donc voilà, moi c'est juste ça que je veux rajouter, c'est vraiment, et je pense que vous seriez tous d'accord dans les commentaires, parce que moi la plupart, certains me disent oui, mais attention, Trump ceci, Trump cela. Moi je suis d'accord, moi-même j'ai regardé les financements de Trump, la plupart des financements de Trump, c'est du financement pro-israélien, sioniste, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, malgré les financements, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est intéressant. Et puis un politique, c'est quand même une politique de longue durée. On est les premiers à critiquer le court-termisme et le fait que tout va vite dans cette société. Et on ne peut pas, dans ce cas-là, ensuite dire à Trump, bah alors, t'as pas réglé le problème de l'Ukraine en 24 heures. Mais c'est normal, les mecs, c'est de la politique. C'est de la politique. Et si on veut justement espérer avoir un monde un petit peu plus sain, un petit peu plus éthique, ou du moins qui marche sur des valeurs, disons, un petit peu plus saines que celles qui nous sont vendues aujourd'hui en Occident, il va falloir que ça prenne du temps. Tout ne va pas se régler en 24 heures, tout ne va pas se régler en une semaine ou en 6 mois. Ne serait-ce que le mandat de Trump, là, le premier mandat là, qui va durer 2 ans,
jusqu'au mi-mandat, ça ne suffira pas. Il aura fait avancer les choses, mais ça ne suffira pas. Il en faudrait des dizaines des Trump qui arrivent au pouvoir. Et peut-être que d'ici 50 ans, ça changera véritablement. Enfin, 50 ans, j'abuse. En réalité, le problème peut être réglé un petit peu plus vite. Mais tout n'est pas réglé en 6 mois et tout n'est pas réglable en 6 mois. C'est ça que je veux dire. En 2025, concrètement, où en sommes-nous dans la mise en place de cette progression mondialiste, de ce mondialisme, notamment dans l'impact compte de grandes institutions comme l'OMS ou l'ONU? Alors, Poutine, dans un discours de 2014, en 2014 prononcé à Valdai, disait qu'en fait, il n'y avait qu'à mettre en place une ONU modernisée, avec de grands blocs continentaux. Alors, je crois l'expression qu'il utilise, c'est des sections régionales. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, un bloc nord-américain, réunissant Canada, États-Unis jusqu'à Panama, Groenland, l'Union eurasiatique, etc., l'Afrique. Et en fait, le programme a été présenté par The Economist. Je vous coupe, donc allez-y. Vous dites que Vladimir Poutine proposait de découper le Groenland, enfin de rattacher le Groenland au bloc nord-américain. Non. C'est en fait, c'est ce que veut Trump. Oui, oui, j'ai dit Poutine. Oui. Ah, pardon, veuillez m'excuser. Non, c'est Trump, je m'en exprime. Pardon, c'est Trump qui veut tenter de mettre un bloc nord-américain unifié du Panama, États-Unis, Canada, Groenland, et d'ailleurs, programme qui avait été déjà annoncé, programme déjà annoncé dès 1912, dans un livre du conseiller Colin House, qui était le conseiller, le bras droit du président Wilson, et 14 points du président Wilson. Et donc, en fait, on a ce projet qui a été réitéré en 1942. D'ailleurs, j'avais mis la carte de ces blocs continentaux dans mon livre Atlas du mondialisme. Et, comment il s'appelle? Vous avez donc la revue économiste, revue tenue par les Rothschild et la famille Agnelli, qui a présenté en 1990 une carte avec le bloc eurasiatique de Poutine, le monde chinois, appelé Confucius Land, un nom de ce style, oui, l'Inde, oui. Hinduland, et le bloc euro-amérique, réunissant l'Union européenne accolée à l'Amérique du Nord, avec un représentant du Mayflower, donc la victoire du monde protestant sur Rome. Parce que, voyez-vous, quand on parle de mondialisme, il faut certes citer des éléments matériels, le taux d'endettement de l'État américain qui se rapproche des 37 000 milliards de dollars, les terres rares, le pétrole, le gaz, bon, très bien, mais il faut voir aussi le fond spirituel. Et en fait, on a depuis la Renaissance des milieux qui cherchent à promouvoir une gouvernance mondiale, et on retrouve déjà ça dans les écrits du révolutionnaire Klotz, dont j'ai réédité les écrits, ces livres, livre sorti à l'origine en 1792, et qui disait déjà de mettre en place, il disait pas gouvernance mondiale, mais république universelle, et il dit, et l'Europe, et l'Amérique, et l'Asie, et l'Afrique, dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie, le fond ésotérique, donc des blocs continentaux, et dans un monde anticatholique, qu'il appelle sorcellerie d'ailleurs. Peut-être bien, mais ça c'est un peu pieux, dirais-je, puisque finalement, quand on regarde ce qui se passe en Union européenne, les partis souverainistes, enfin les peuples tentent à vouloir se détacher de ces institutions supranationales. Alors, en effet, déjà l'Union européenne est une création à l'origine américaine. Il faut savoir. Et il y a certaines factions de l'État profond américain. Alors, à l'époque, effectivement, dans le monde américain, vous avez deux branches. Vous avez la branche globaliste, unipolaire, et là, ça allait jusqu'à Biden, en comptant les Bush et les Obama. Et puis, vous avez la branche multipolaire, ça, c'est Trump. Et là, il y a un élément révélateur, dans le bureau de la Maison Ovale, Trump a un portrait d'un président américain qui est celui de Andrew Jackson, qui était président des États-Unis de 1829 à 1837, qui était franc-maçon, et qui voulait, lui, une Amérique indépendante du pouvoir de la City de Londres, dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et en fait, Trump ne fait que reprendre cet idéal de gouvernance mondiale, mais avec un pilier nord-américain fort, constitué d'un autre pilier eurasiatique fort, d'un autre pilier chinois fort, et ces piliers constituant l'architecture de la gouvernance mondiale. Mais là, actuellement, au moment où je parle, en 2025, il y a ce problème de répartition des intérêts financiers, territoriaux, énergétiques, pour finaliser cette gouvernance mondiale. Et là, il se tire dans les pattes. Et ne pas oublier... Oui, mais attention, parce que là, encore une fois, moi, je trouve que ce que fait Trump, dans ce qu'il fait, il est dans le nombrilisme américain. Il est dans sa politique est nombriliste. Justement, sous l'administration Biden, c'était littéralement une administration hégémonique. C'était l'Amérique hégémonique, celle qui veut le contrôle du monde. Alors que là, celle de Trump, c'est il accepte, disons par ego, il accepte en se disant « Ok, je mets mon ego de côté, l'Amérique ne peut pas gouverner le monde, par contre, elle peut gouverner ses frontières proches, notamment le Groenland, le Panama, etc., qui a été acquis par des sociétés, des fonds privés, etc. Enfin, bref. Donc, et moi, je vois pas le problème. Je pense que justement, et là, il a compris justement qu'il ne pouvait plus, l'Amérique ne pouvait plus avoir le contrôle hégémonique comme il l'a eu fut un temps, ou comme certaines administrations passées le voulaient. Et donc aujourd'hui, voilà, tout simplement, il a compris finalement qu'il avait plus à y gagner que de s'occuper de son peuple, de son pays, quitte justement à aller s'occuper peut-être des territoires un petit peu plus proches au niveau de ses frontières, plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, essayer de conquérir je ne sais quoi. Donc, moi encore une fois, je pense que il y a ce que dit Trump, il y a ce que fait Trump, il y a ce qui finance Trump, et ensuite il y a le tout, il y a le total, il y a ce qu'en disent les médias, il y a ce qu'il en est vraiment, et tout ça est à prendre en compte. Et je pense que ce n'est pas parce que Trump
a eu fut un temps des rapports avec, avec certaines élites ou certaines, que tout de suite il faut le ranger dans une case spécifique. Au contraire. Je pense encore une fois que la politique c'est bien plus complexe que tout ça. Et je pense que d'ailleurs nous, je mets Pierre Hilard dans l'eau, nous, qu'on soit écrivain, qu'on soit youtubeur, qu'on soit blogueur, qu'on soit, je sais pas, qu'on tienne un site ou quoi que ce soit, qu'on soit analyste ou quoi que ce soit, on n'est pas à leur niveau. Quand je dis qu'on n'est pas à leur niveau, c'est que on n'est pas dans la tête de Trump, on n'est pas à la Maison Blanche, on n'est pas à l'Élysée, on n'est pas au Kremlin, on n'est pas au quoi que ce soit. Et finalement, on ne peut pas véritablement savoir ce qui se joue et quels enjeux se jouent véritablement. On a des pistes, on a des écrits, on a des archives, on a des, etc., des exclus, bien sûr. Mais en réalité, on ne saura jamais véritablement ce qui se passe profondément. Puisqu'on n'est pas, à la table ovale. On n'est pas... non. Donc on peut effectivement essayer de deviner, on a des pistes et on se dirige vers le vrai, évidemment. Mais encore une fois, la vérité prend l'escalier. Mais en tout cas, bravo Pierre Hilard parce que ce qu'il dit est très intéressant. Il y a évidemment cette petite, comme je l'ai dit, cette petite discorde, mais qui est pas méchante globalement ce qu'il dit. Moi, je trouve ça bête qu'il y ait vraiment une discorde dans cette dissidence entre Pierre Hilard et les autres. Et je ne mets pas que Soral dans le lot, il y en a plein d'autres qui attaquent aussi Pierre Hilard et inversement. Je trouve ça dommage parce que finalement, on est un petit peu tous le même. Hormis le fait que Pierre Hilard mette effectivement le catholicisme au-dessus de tout, ce qui n'est pas vraiment. Ce qui n'est plus vraiment actuel d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'il faut mettre simplement, effectivement, peut-être l'éthique, la morale, qui, elle, peut-être, qui est présente même sans la religion, sans le catholicisme. Faire la différence entre le bien et le mal, ça ne demande pas à être religieux, hein, ça demande juste à être sincère, honnête et honnête. C'est ça, franc et honnête. Je pense que c'est le plus important. Bref, donc voilà cette petite vidéo sur Pierre Hilard qui nous révèle les coulisses du mondialisme, qui est en réalité, comme il l'a dit, un messianisme pressé et qui se joue principalement pour des intérêts, comme le disait Delavier, hein, des intérêts énergétiques, caloriques, physiques et géopolitiques, et donc évidemment financiers, c'est évident. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Le petit pouce bleu, l'abonnement, très important. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.